Bien le bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin dans le cadre de ce programme. Fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin dans le cadre de cette matinale spéciale car informative. Alors, nos rubriques restent les mêmes. Un tour dans l'univers de la revue de presse avec Guinée, mais également cette balade dans le monde de la culture et aussi la thématique qui aujourd'hui portera sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces deux grands pays de la région des Grands Lacs sont toujours à couteau tiré à cause de l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC, une insécurité qui est menée par de nombreux groupes rebelles dont le M23, un groupe rebelle à prédominance Tutsi, donc originaire du Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'arrivent toujours pas à accorder leur violon malgré la volonté de ces deux chefs d'État d'opter pour la voie diplomatique. Alors, comment comprendre ce regain de tension à l'est de la RDC malgré les nombreux accords signés jusqu'ici? Telle est la thématique autour de laquelle nous allons débattre ce matin dans le cadre de ce programme avec l'expertise du docteur Armel Sangou qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Michel, c'est encore avec un plaisir renouvelé que je réponds présent à cette deuxième édition de la semaine de For You Matin. Je salue les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde, je salue la technique et je salue le top management. Je crois que nos modestes analyses que nous allons faire ici participeront à éclairer la lanterne de nos très chers téléspectateurs. Et voilà. Et toujours dans le cadre de cette thématique, nous aurons également sur ce plateau la présence de Stéphane Katala, c'est un analyste politique. Alors pour le rappel donc de cette thématique, la RDC et le Rwanda sont toujours à couteau tiré à cause de l'insécurité qui sévit du côté de la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne les derniers événements, 48 heures seulement après un accord visant à désamorcer les tensions croissantes entre les deux pays, le gouvernement rwandais a affirmé qu'un avion de chasse de l'armée RD congolaise avait violé son espace aérien. C'était donc lundi du côté de la RDC. Le gouvernement a expulsé le 29 octobre l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappelé son chargé d'affaires à Kigali. Autant d'éléments qui montrent donc que la paix n'est toujours pas revenue entre ces deux pays voisins. Alors, avant de nous étendre sur cette thématique, nous vous proposons d'abord, comme il est de coutume chaque matin, cette tranche d'information qui est une réalisation de la rédaction de For You Media. La 27e conférence de l'ONU sur le climat s'est ouverte le dimanche 6 novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Près de 200 pays du monde entier y prennent part jusqu'au 18 novembre 2022. Pour le militant écologiste Didier Yimkwa, c'est l'occasion idoine pour les pays africains de rechercher des financements afin de s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'Afrique va en Égypte pour un seul objectif, chercher les financements pour s'adapter aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. L'Afrique est le continent le plus vulnérable face au changement climatique. L'Afrique est le continent qui émet le moins les gaz à effet de serre sur le plan mondial. L'Afrique, dans le cadre de la responsabilité partagée, la solidarité internationale, a sa part à donner à cette lutte contre le changement climatique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est le climat qui est le thème central à la COP 27. Les pays africains espèrent de la COP 27 une contribution financière spécifique des pays développés à l'origine des émissions à gaz à effet de serre, dont l'Afrique est moins responsable de 4%. Toutefois, l'Afrique est également le continent le moins pollueur, mais le continent le plus exposé au réchauffement climatique. À la COP26 à Glasgow, il y a eu beaucoup de promesses, trop d'engagements. Mais un an après, lorsqu'on fait le bilan, pour ne pas dire que le bilan est presque négatif, parce que je ne suis pas sûr que toutes les promesses ont été
tenu, l'Afrique doit déjà penser à ses propres solutions endogènes. L'Afrique doit penser à se prendre en main. Et l'exemple le plus patent, c'est la Grande Muraille Verte qui est en train d'être réalisée du Sénégal jusqu'à Djibouti. Ça fait à peu près 130 000 hectares de sol à reboiser. C'est un projet sud-sud. Cela prouve que les Africains peuvent aujourd'hui, si ils s'entendent, faire de bonnes choses. Selon le militant écologiste Didier Yimkwa, les communautés internationales doivent prendre en compte les propositions des pays africains car de nombreuses décisions ont été prises durant la COP26 à Glasgow. Il estime également que l'Afrique devrait exploiter des solutions endogènes afin de ne pas dépendre des pays développés pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le jeudi 3 novembre 2022 un pacte historique entre pays riches et pays en voie de développement pour des engagements efficaces contre le réchauffement climatique lors de cette 27e conférence de l'ONU sur le climat. La traditionnelle photo des chefs d'État et de gouvernement du monde a ouvert ce 6 novembre à Sharm el-Sheikh la COP27, la conférence des Nations Unies sur les réchauffements climatiques. Ce sont en tout près de 200 pays réunis en Égypte, du 6 au 18 novembre, pour débattre des questions liées au réchauffement climatique et des mesures à entreprendre pour sauver la planète. Cette COP27, décrite comme celle de l'Afrique, est placée sous le signe de la solidarité nord-sud et doit permettre d'avancer sur les chantiers importants comme le recours aux énergies fossiles après les résultats modestes de la COP26 de 2021 à Glasgow. Un fossé nord-sud existe en effet aujourd'hui sur les questions climatiques mondiales. Les pays du Sud sont les plus touchés et pourtant ce sont généralement ceux ayant le moins contribué au réchauffement climatique. Cette année, la Corne de l'Afrique connaît des pics de sécheresse qui ont accru l'insécurité alimentaire, doublée d'inondations qui touchent plusieurs pays africains comme le Tchad ou le Nigeria, où l'on cumule une centaine de morts. Les solutions sur la table des débats, mettre fin au plus vite aux énergies fossiles, dont sont pourtant tributaires les industries africaines. L'épineuse question du financement annuel de 100 milliards de dollars destinés aux pays pauvres pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique reste d'actualité puisque les montants promis ne sont toujours pas reversés. Avec une présidence africaine cette année à la COP27, la justice climatique sera au cœur des débats car si les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce sont bien les pays les plus pauvres et notamment africains qui en payent le plus lourd tribut. Cameroun, Sénégal, Burkina Faso, la presse africaine ou du moins les titres de ces pays n'ont pas manqué de revenir sur les 40 ans d'accession à la magistrature suprême de Paul Barthélémy Biya Bivonda. Entre célébration, appréciation, dépréciation et interrogation, toutes les émotions ressenties ont été remises au goût du jour. Chez Cameroun Tribune, le temps est à la célébration. Le journal La Capitale publique du Cameroun a donné 40 raisons aux militants du RDPC, parti de la majorité présidentielle, de fêter l'anniversaire du chef de l'État camerounais sous la bannière du renouveau. Tout comme dans son article en langue anglaise, le journal refait le film de l'événement sur l'ensemble du territoire camerounais. Dans le même sillage, le journal des Singans a souligné l'effervescence à Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun, avec aux côtés des militants et sympathisants Franck Biya, le fils aîné du président camerounais et conseiller à la présidence de la République du Cameroun. Ce dernier y avait été dépêché pour l'occasion, le Septentrion étant un grand bastion électoral, avec 3 régions qui donnent toujours leur voix à l'homme du 6 novembre. Et parlant de base électorale, le journal de la partie nord du Cameroun, L'Œil du Sahel, porte son regard sur l'alliance entre Paul Biya et les nordistes, en interrogeant la fidélité du président camerounais vis-à-vis du premier président de la République du Cameroun, El Hadj Amadou Ahidjo, originaire de Garoua. Toutefois, après un bail aussi long à la tête d'un État que celui de M. Biya, le journal burkinabé Le Pays est mitigé et ne sait quel sentiment éprouver. La question de la longévité est préoccupante. Le quotidien camerounais Le Messager ne voit pas la nécessité pour l'homme d'étoudi de continuer son périple sur la veille des biens et des personnes dans le territoire Cameroun. Le journal, dans son édition spéciale, tente de refaire le film de 4 décennies, bien que l'équation semble difficile. Tellement émerveillé, admiratif voire stupéfait, sur le quarantenaire du magistère de Paul Barthélémy Biya Bivonda, le journal sénégalais, Séné Plus, tente de scruter les mystères ayant conduit
à la longévité du président camerounais. Il y est présenté comme un politique qui ne se laisse pas déchiffrer, à la fois déroutant et imprévisible. Il est clair que le long règne présidentiel de Paul Biya, comme dirigeant de la nation camerounaise, paraîtra toujours énigmatique et qu'il plaise ou pas, ceci va susciter pas mal de dires. Toutefois, l'on sera toujours tenté de comprendre le fonctionnement de l'homme du 6 novembre. Après 40 ans de règne à la tête du Cameroun, le président Paul Biya garde en lui le spectre de la longévité. Surnommé l'homme du 6 novembre, Paul Biya reflète toujours aujourd'hui le caractère énigmatique de sa personnalité. Il faudrait même brandir la technique de la personne politique dont il est le formateur et sa capacité d'adaptation aux situations. À en croire les politologues, le président Paul Biya aurait bénéficié de la largesse initiatique des Camerounais. Je pense que les raisons de sa longévité peuvent s'expliquer à partir d'un certain nombre de mécanismes structurels qui peuvent aussi être conjoncturels. Et du point de vue structurel, il faut dire que Paul Biya a hérité, n'est-ce pas, ici d'un système politique qui était déjà implémenté au Cameroun, celui d'Amadou Ahidjo, qui avait bien planifié, n'est-ce pas, la gestion du pouvoir autour du premier facteur explicationnel de sa longévité, n'est-ce pas, ici qui peut être la politique de l'équilibre régional. Et vous savez qu'à travers cette politique, les tenants du pouvoir, c'est-à-dire Paul Biya, a réussi à mettre à l'aise toutes les 10 régions du Cameroun du point de vue symbolique, en laissant croire que tous les enfants et toutes les filles de la République sont intégrés. Quoi qu'on puisse dire, Paul Barthélémy Biya Bimvondo a toujours gardé son mystère du silence. On note en cette personne aujourd'hui la qualité d'une gestion calculée et économe du temps, un mythe que seul ce dernier a su préserver. Le président Biya apparaît donc comme un politique qui ne se laisse pas déchiffrer, à la fois déroutant et imprévisible, selon de nombreux témoignages. Mais il est constant qu'il a plusieurs cordes à son arc pour dominer ainsi la scène politique camerounaise depuis 40 ans. On peut également invoquer un autre facteur explicationnel qui est la mystification du pouvoir. Vous savez que le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui ne fait pas dans ce que nous appelons la théâtralisation du pouvoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus privilégié le côté mystique du pouvoir. Il ne l'a pas délaissé. Vous vous souvenez que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a fait le tour du Cameroun et il s'est fait adouber par toutes les traditionnalités du pays où on lui a donné le nom du Lomgi, c'est-à-dire le lion. Il a reçu tous les pouvoirs des chefs traditionnels. Et ces pouvoirs-là font donc en sorte que, du point de vue de la légitimité traditionnelle, le président Paul Biya a réussi à capter la confiance des traditions et des cultures du Cameroun. En somme, il y aura des lieux de prendre en compte cette ingénierie politique des sociétés traditionnelles dans lesquelles l'exercice du pouvoir est généralement un appel du destin, car tout compte fait, on ne saurait prétendre expliquer la longévité du président Paul Biya sans intégrer sa procédure de la charismatisation à partir de laquelle il a pu associer la domination légale rationnelle, une légitimité traditionnelle acquise à l'issue de l'initiation à savoir du pouvoir, traditionnel comme renseigne son énombrissement dans la société traditionnelle initiatique. Le torchon brûle de nouveau entre les deux Corées. À l'origine des tensions, les exercices militaires menés par les Sud-Coréens et les Américains. Ces exercices aériens conjoints sont une réponse de Séoul à une série de tirs de missiles menés par Pyongyang près de la ligne de dénonciation entre les deux Corées lors de l'armistice en 1953. Pour la Corée du Nord, qui s'applique depuis septembre à réviser sa doctrine nucléaire, il s'agit de frappes préventives en cas d'attaque, ciblant le régime de Kim Jong-un. Pyongyang soutient sans langue de bois qu'il n'hésitera pas à faire usage de frappes nucléaires si son territoire venait à être la cible d'une attaque étrangère. Baptisé Vigilant Storm, les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens du 5 octobre ont donné lieu au déferlement de centaines d'avions de guerre, dont le redoutable bombardier lourd B-1B. De quoi susciter la colère de Pyongyang, qui les considère comme des répétitions générales à une invasion de son territoire. Objectif, réaffirmer les liens étroits entre l'Inde et la Russie, particulièrement mis à l'épreuve par la durée du conflit en Ukraine.
C'est dans cette optique que Subramaniam Yes Hankar, ministre des Affaires étrangères indien, s'est rendu ce lundi 7 novembre 2022 à Moscou pour y rencontrer son homologue Sergei Lavrov. Pendant 2 jours, il est donc question d'échanger sur l'ensemble des questions bilatérales et pour davantage resserrer les liens avec un Vladimir Poutine qui ne t'arrête pas d'éloges sur l'Inde et son dirigeant. Le 4 novembre dernier, jour de l'unité du peuple russe, le président russe a déclaré, je cite, « L'avenir appartient à l'Inde, la plus grande démocratie du monde menée par le patriote Narendra Modi. » Ou encore, « Les Indiens sont talentueux et déterminés. » Fin de citation. Notons que l'Inde et la Russie entretiennent jusqu'ici de bonnes relations. Il s'agit pour New Delhi de ne pas gâcher une belle amitié historique entretenue par son premier fournisseur d'armement. Cependant, même s'ils entretiennent tous deux de bonnes relations, l'Inde a demandé à la Russie de garantir qu'elle n'utiliserait pas d'armes nucléaires dans le conflit russo-ukrainien. Précisons que depuis le début du conflit russo-ukrainien, les Occidentaux reprochent à l'Inde son ambiguïté vis-à-vis de la Russie. L'Inde, jusqu'ici, maintient une position que le gouvernement indien qualifie de neutre. Le discours de l'Inde face à l'Ukraine est principalement axé sur le droit international. Le gouvernement indien défend l'importance de la souveraineté et du respect de l'intégrité territoriale des États pour donc assurer la préservation de l'ordre mondial. Il a demandé la cessation immédiate des violences et des hostilités et ceux-ci sont toutefois mentionnés explicitement la responsabilité à Moscou. For You Media pour cette tranche d'informations. Nous restons dans la même veine avec cette fois-ci des informations véhiculées par la presse écrite et en ligne du continent africain. Nguéné a fait pour nous le tour de certains sites d'information. Il a également fait le tour de certains kiosques ici pour nous livrer ce matin la quintessence de ce qui se dit. On l'accueille sur ce plateau. Bonjour Nguéné. Bonjour à vous, Madame Zili, bonjour à vos invités, particulièrement au docteur Sango. Bonjour surtout à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs pour ceux qui nous suivent en relais sur la 96.3 FM. On n'oublie bien sûr pas les internautes, ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Voici donc venu l'instant de la revue de presse. Nous démarrons bien sûr notre aventure du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes bel et bien du côté de la Côte d'Ivoire avec bien sûr le vice-président de la République qui est donc arrivé du côté de l'Égypte pour prendre part à la COP 27. Le vice-président de la République, donc monsieur Tiemoko Méliet Koné, est arrivé du côté de l'Égypte à Sharm el-Sheikh en Égypte pour prendre part au nom du président de la République, son excellence monsieur Alassane Ouattara, à la conférence internationale des Nations Unies sur les changements climatiques. Il faut donc parcourir ce site d'information ce matin pour avoir, on va le dire comme ça, l'essentiel donc autour de ce voyage du vice-président du côté de la Côte d'Ivoire. Toujours avec nos confrères du site d'information Abidjan.net ce matin, avec bien sûr la fin de la grève des conducteurs de taxis communaux du côté de Yopougon. Selon nos confrères ce matin, le collectif des acteurs du transport routier de Yopougon, une commune populaire dans l'ouest d'Abidjan, a donc annoncé dimanche dernier dans une déclaration la fin de la grève des conducteurs de taxis communaux de ce quartier après 48 heures de débrayage. Cette grève qui a débuté samedi dernier est consécutive au décès d'un des leurs qui aurait été tué par un gendarme. C'était bien évidemment en fin de semaine dernière. Du côté du Mali, nos confrères du site d'information MaliWeb ce matin nous parlent des prochaines échéances électorales avec le pouvoir de transition. Cette interrogation pourra-t-il jouer à la neutralité? Selon le site d'information ce matin, le pouvoir de transition du colonel Assimi Goïta a tellement impacté
le destin des Maliens durant ces 2 dernières années, qu'il est donc difficilement envisageable qu'ils soient spectateurs lors des prochaines échéances électorales. Une information amplement développée donc ce matin dans le site d'information Maliweb. Maliweb qui nous parle également de la Journée nationale des légitimités traditionnelles. La première édition aura bel et bien lieu ce vendredi 11 novembre 2022. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a animé une conférence de presse en fin de semaine dernière dans la salle de réunion de son département ministériel sur les préparatifs de la première édition de la Journée nationale consacrée aux légitimités traditionnelles. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'elle aura bien lieu le vendredi 11 novembre prochain. Les précisions donc autour de la célébration de cette première journée sont à retrouver dans le site d'information Maliweb ce matin. Du côté de Malijet, on nous parle de l'intensification des opérations militaires avec ce déluge de feu sur les terroristes. Ce matin donc le journal nous fait comprendre que depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 octobre 2022, des actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations ont été faites et ont donné des résultats sur différents théâtres d'opération. Principalement du 13 au 28 octobre 2022, des opérations d'opportunité aéroterrestres ont donc été menées par les FAMAS contre une base combattant terroriste de la Katiba Massina dans le secteur de Dila, situé à 21 km au nord-est de Nyono. Le bilan fait bien sûr état de 13 terroristes neutralisés. Les détails sont à retrouver ce matin dans le site d'information Malijet. Malijet qui nous parle également de la coopération ce matin avec bien sûr cette information autour du MEDAC qui reçoit l'ambassadeur de Russie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, donc reçu en audience. L'ambassadeur de la Russie au Mali, il s'agit de M. Igor Kromko, dans la salle de conférence de son département ministériel. C'était bien sûr le mercredi 2 novembre 2022 en présence du secrétaire général du MEDAC, le général de division Sidiki Sabake, du chef de cabinet du MEDAC, le colonel-major Faraban Sangaré, de l'inspecteur général adjoint des armées et services, le colonel-major Fatogoma Sissé et de plusieurs autres collaborateurs. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été débattus, notamment la coopération bilatérale entre le Mali et la Russie, la situation sécuritaire du pays et essentiellement la montée en puissance des FAMA dans les opérations. Ils ont aussi abordé des questions pertinentes sur le renforcement de leur coopération, notamment dans le domaine sécuritaire. Une information que vous retrouverez donc amplement développée ce matin dans le site d'information Malijet. Du côté du Sénégal, nos confrères du site d'information Séné Plus ce matin nous parlent des tares de l'instabilité démocratique du côté du Sénégal. Le professeur Maurice Soudiek Diona exhibe les 3 tares qui empêchent le Sénégal de devenir une démocratie substantielle, marquée par des rivalités autour des idées, des projets et des programmes. Invité donc d'une émission phare du côté du Sénégal, dimanche 6 novembre 2022, l'enseignant-chercheur des sciences politiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a donc déploré la persistance des problématiques de la succession dans un système politique hyper présidentialiste, de la consolidation de l'état de droit et bien sûr la dépatronalisation de la gestion des affaires publiques. Une information donc amplement développée ce matin dans le site d'information CD+. On poursuit notre aventure ce matin, bien sûr, en restant du côté du Sénégal, avec une autre information, l'Afrique à la traîne, ou du moins à la même température, selon bien sûr nos confrères du site d'information CD+. Ce matin, il ne faut donc rien attendre de la COP27 qui se tient du côté de l'Égypte actuellement. Pas grand-chose donc pour l'Afrique qui continue de subir de plein fouet les changements climatiques, comme le montrent d'ailleurs les dernières inondations vécues ces dernières années, notamment dans la capitale sénégalaise. Une information amplement développée ce matin dans le site d'information Séné+. Nos
confrères du site d'information Le Quotidien, toujours du côté du Sénégal, nous parle de la vie chère avec ces mesures qui ont donc été officiellement prises par le président sénégalais Macky Sall. Ce dernier remplit donc son panier. Selon nos confrères du site d'information Le Quotidien ce matin, le chef de l'État Macky Sall a donc annoncé avant-hier une série de 11 décisions destinées à réduire immédiatement les prix de certains produits alimentaires. Mais lui, comme les autres acteurs des secteurs concernés, sont conscients que le pays ne pourra vraiment pas faire face au risque de pénurie de certains produits et à la hausse des prix que s'il est en mesure de produire ce qu'il consomme. Ces 11 mesures qui ont donc été prises par le président sénégalais M. Macky Sall sont à retrouver ce matin dans le site d'information sénégalais Le Quotidien. Au Burkina Faso, nos confrères du site d'information Wakatsira ce matin nous parlent de ce complot au sommet de l'État avec ses 3 capitaines dont Site Soré Ouedraogo qui serait donc aux arrêts et extradé du Togo vers le Burkina Faso. Selon ce site d'information, les 3 capitaines dont Site Soré Ouedraogo ayant accompagné l'ex-président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba, après sa chute, ont été mis aux arrêts et extradés vers le Burkina Faso, selon bien sûr le site d'information. Des officiers proches donc, du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba, ces derniers qui étaient en exil du côté du Togo depuis le coup d'État perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré, ont été interpellés et extradés donc du côté du Burkina Faso. Une information à retrouver ce matin dans le site d'information Wakatsira. Wakatsira qui nous parle également des massacres des civils au Tchad avec des complicités africaines et occidentales. Selon ce site d'information, le collectif panafricain pour le Tchad, regroupant une dizaine d'organisations burkinabées de la société civile, a donc dénoncé le lundi 7 novembre 2022 au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou des complicités africaines et occidentale dans le massacre des populations civiles suite aux manifestations enregistrées d'ailleurs le 20 octobre dernier, réprimées par le pouvoir de transition selon le bilan officiel. Il fait d'ailleurs état de 50 personnes tuées et plus de 300 blessés. Une information amplement développée donc ce matin dans le site d'information Wakatsira qui revient également sur la COP27 qui se tient actuellement du côté de l'Égypte. Réchauffement climatique, l'Afrique et le fardeau du trou dans le ciel. Selon nos confrères ce matin, ce sont des centaines de petits jets privés et de gros avions présidentiels qui vont donc traverser le ciel africain, venant de tous les coins de la planète pour se déverser, ou du moins du côté de l'Égypte, la capitale balnéaire qui est bien sûr Sharm el-Sheikh en Égypte, au pays des pharaons, qui accueille depuis le dimanche 6 novembre 2022 la 27e conférence sur le climat, c'est-à-dire que la COP27 pour suivre la mode des gens qui luttent contre le réchauffement climatique, ceux qui dirigent notamment avec bien sûr l'enjeu majeur pour le continent africain, celui bien sûr de trouver des financements nécessaires qui permettraient notamment au continent de faire face aux effets bien sûr du réchauffement climatique ce matin. En Afrique centrale, nos confrères du site d'information Journal de Bangui, nous sommes en République centrafricaine. Ces derniers nous parlent bien sûr des parlementaires centrafricains qui sont donc engagés pour la lutte contre la désertification. La 27e conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui s'est ouverte depuis le 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte a donc vu la participation des députés centrafricains. Toute la délégation conduite par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Dieudonné Mariem Djene, a bien sûr avec à ses côtés l'honorable Évariste Ngabana, est à retrouver donc ce matin dans le site d'information Journal de Bangui. Du côté du Gabon, nos confrères du site d'information Gabon Actu nous parlent de la politique avec ces femmes de l'opposition qui interpellent ouvertement Emmanuel Macron pour la transparence électorale du côté du Gabon. Les femmes des partis politiques de l'opposition regroupées autour de la plateforme baptisée Dioul Lakassi, qui veut dire en langue locale
Obamba, la voix des femmes, ont donc dans un courrier interpellé le président français Emmanuel Macron pour l'impérieuse nécessité de peser de tout son poids pour que les élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et locales de 2023, soient transparentes du côté de la Côte d'Ivoire. Le communiqué est à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Actu. Toujours du côté du Gabon, le site d'information Gabon Review ce matin nous parle du climat avec Ali Bongo qui annonce donc un sommet à Libreville au mois de mars 2023 avec Emmanuel Macron comme invité d'honneur. C'était d'ailleurs hier lundi dans la ville balnéaire égyptienne qui accueille la COP27. Le président gabonais a annoncé la tenue à Libreville en mars 2023 d'un sommet des chefs d'État sur les questions d'environnement et de changement climatique initié en partenariat bien sûr avec la France. Invité majeur donc au mois de mars 2023, le président français Emmanuel Macron. Au Tchad, nos confrères du site d'information Tchad Info ce matin nous parlent du Rwanda avec bien sûr le pays qui espère atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2024. Le Rwanda donc sur la bonne voie selon ce site d'information pour atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité d'ici 2024, a déclaré dimanche dernier le secrétaire permanent du ministère rwandais des infrastructures, M. Fidel Ambimana. Une information amplement donc retrouvée ce matin dans le site d'information Tchad Info qui nous parle également de santé avec la Covid-19. 4 nouveaux cas enregistrés la semaine dernière. Le bilan hebdomadaire de la Covid-19 vient donc d'être publié par la Coordination nationale des actions de lutte contre cette maladie. Sur 559 échantillons analysés, 4 cas sont notifiés, dont 11 malades sont actuellement sous traitement, selon le site d'information Tchad Info. On termine cette revue de presse ce matin du côté du Cameroun avec nos confrères de la presse nationale, notamment du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, qui nous parle également du climat, alerte à la canicule avec des températures allant jusqu'à 40 degrés Celsius. Les régions de l'extrême nord et du Nord devraient battre des records jamais atteints pendant cette période depuis 40 ans. Le dernier bulletin de l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce un mois de novembre plus chaud sur l'ensemble du pays, avec bien sûr des conséquences dans divers secteurs d'activité. Risque accru donc de choléra, dégradation des eaux, de consommation et multiplication des délestages, sans toutefois oublier bien sûr une exposition plus forte aux maladies de la saison sèche. Le document de la rédaction est ouvert ce matin de la page 16 à la page 17 de Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation de son côté nous parle de sport avec bien sûr cette guerre qui se poursuit à la tête de la Fédération camerounaise de football entre le COQ sportif et la Fédération camerounaise de football. Enfin, un champ de trêve. L'équipementier français suspend donc les poursuites judiciaires le temps de la participation des Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde 2022. Un gage de sérénité pour l'équipe nationale du Cameroun. À 2 semaines, nous sommes à jour J moins 13 ou du moins 12. Donc il faut le dire, c'est donc un champ de trêve qui sonne. Relève d'ailleurs ce matin nos confrères du quotidien Mutation. Le quotidien de l'économie de son côté nous parle ce matin de l'évaluation avec la zone industrielle de Bamenda-Kwen qui n'attire pas les opérateurs économiques. Même son de cloche bien sûr pour le quotidien Émergence ce matin avec bien sûr cette principale interrogation en une. Bamenda, la capitale régionale bien sûr du Nord-Ouest. Pourquoi la zone industrielle ne fait plus courir, ou du moins ne fait courir aucune entreprise? Point d'interrogation, c'est d'ailleurs sur cette information de nos confrères du quotidien Émergence du côté du Cameroun que nous mettons fin à cette revue de presse, livraison bien sûr de ce 8 novembre 2022 avec bien sûr la principale information à retenir qui nous vient du côté de l'Égypte. Nous suivons de près la tenue en ce moment de la 27e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, un enjeu majeur pour le continent africain, le continent plus que jamais à la recherche donc de ces financements qui lui permettraient de faire face au changement climatique. On le rappelle une fois de plus, le continent africain est celui-là
qui est le plus exposé aux effets de gaz à effet de serre, mais est pour autant le moins pollueur possible. Alors il y a une certaine injustice. Il faut donc plus que jamais rechercher les financements nécessaires qui permettraient au continent africain de mieux faire face donc au changement climatique. Sur ce, passez une très bonne émission aux côtés bien sûr de Madame Zili et de ses invités. Merci à Bongeni pour cette livraison matinale de ce qui se dit sur les journaux, mais également les différentes plateformes d'information en ligne. Bon retour sur ce plateau. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez la matinale informative de For-You Media. Après donc la revue de presse, nous allons nous intéresser à la thématique de ce mardi. Et pour rappel, fidèles téléspectateurs, ce programme est interactif. Vous êtes donc les bienvenus pour partager également avec nous sur ce plateau vos avis, vos commentaires, pourquoi pas vos coups de gueule également. Vous êtes également nombreux chaque matin à nous suivre sur nos différentes plateformes d'information en ligne, YouTube ou encore Facebook. Alors n'hésitez pas également à y déposer des commentaires que nous ferons d'ailleurs le plaisir de lire. Alors, comme on le disait tantôt, dès l'entame de ce programme, la thématique de ce mardi porte sur les relations houleuse entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces deux grands pays de la région des Grands Lacs n'arrivent toujours pas à accorder leur violon et pour cause l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. Du côté de Kinshasa, l'on accuse le Rwanda d'entretenir de manière incestueuse cette insécurité en soutenant certains groupes rebelles dont le fameux M23, un groupe rebelle à prédominance Tutsi, donc originaire du Rwanda. Kigali est accusé de soutenir ce mouvement. Kigali est également accusé de vouloir faire main basse sur les richesses minières que regorge la République démocratique du Congo. Alors, comment comprendre donc toutes ces tensions ou encore ce regain de tensions malgré les démarches diplomatiques entreprises jusqu'ici par les deux pays qui ont multiplié ces derniers mois des entrevues, des entretiens, mais également des mini-sommets, notamment celui de juillet dernier qui avait été organisé sous la médiation de Joao Lourenço, l'actuel président angolais. Et ce sommet avait d'ailleurs donné lieu à une feuille de route qui devait être respectée. De grandes décisions avaient été prises dans ce fameux cessez-le-feu à l'est de la RDC, mais également l'initiative d'exploiter les richesses minières de la RDC tout en respectant la souveraineté des États. Comment comprendre donc le regain de tensions à l'est de la RDC? Comment comprendre ces nouvelles tensions entre ces deux pays? Telle est la thématique et c'est avec l'expertise d'Arbel Sango qui est avec nous, mais également de Stéphane Katala qui nous rejoindra d'un moment à l'autre. En attendant donc que notre deuxième invité fasse son entrée sur ce plateau, nous on va se tourner vers vous. Armel Sango, avant donc de débattre avec vous sur ce sujet, de nous étendre avec vous sur ces thématiques, nous vous proposons avec bien sûr l'aide de la réalisation de suivre ce reportage qui plante pour nous le décor. La République démocratique du Congo, après avoir annoncé il y a une semaine la rupture diplomatique avec le Rwanda en déclarant l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire représentant le Rwanda à Kinshasa, n'a toujours pas cligné de l'œil. La médiation angolaise, sous la direction du président Joao Lourenço désigné par l'Union africaine, a relancé le dialogue entre les deux parties. Les chefs de la diplomatie de chaque pays ont fait escale le 5 novembre à Luanda. Les réunions tripartites à suivre visent non seulement à un cessez-le-feu à rafraîchir, puisqu'il avait été conclu lors d'un sommet après échange entre Kigali et Kinshasa, mais aussi un retour à l'apaisement entre les deux. Dans la région est de la RDC, les rebelles du mouvement du 23 mars gagnent du terrain et terrorisent le peuple, dont 50 000 personnes ont dû se déporter, 12 000 se sont dirigés vers l'Ouganda et plus de 5 000 vers Brazzaville. En juillet dernier, Luanda se tensait déjà d'avoir obtenu des résultats positifs pourtant. Parlant de mesures de paix, notamment ce cessez-le-feu pour lequel aucun détail sur le contenu n'a fuité.
c'est que celui-ci manquait de consistance, puisque 3 mois plus tard, s'observe un regain de tension et un président Tshisekedi exacerbé par la situation sécuritaire précaire de son territoire Est. Kinshasa avait demandé, je cite, le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. Fin de citation. Kigali, quant à lui, avait évoqué une adoption, je cite, d'une feuille de route pour la désescalade des hostilités. Fin de citation. Après de beaux discours et accords frêles, retour aux tensions, malheureusement. Mais où ira cette fois la médiation de l'Angola? Joao Lourenço réussira-t-il à faire fumer le calumet de la paix au président Tshisekedi et Kagame? La RDC pourra-t-elle récupérer son territoire envahi? Des questions qui restent tout de même pendantes à l'aune des maigres avancées de paix et la multiplication d'accusations contre le Rwanda. 3 mois donc après ce fameux mini-sommet qui avait été organisé du côté de Luanda en Angola sous la médiation du président Joao Lourenço, l'Est de la RDC fait de nouveau face à un sérieux véritable regain d'insécurité. Alors à la suite de cette situation, comme l'a d'ailleurs évoqué la consoeur dans ce reportage du côté de Kinshasa, on a décidé d'expulser tout simplement l'ambassadeur rwandais. Alors Amel Sango, vous avez suivi avec nous ce reportage, le président Tshisekedi excédé et qui finalement décide d'expulser l'ambassadeur rwandais car selon lui, le Rwanda Kigali, autant pour moi, Kigali soutient toujours ce fameux mouvement du M23. Je pense qu'il est toujours important de rappeler que le conflit qui oppose le Rwanda à la RDC est un conflit qui relève d'abord des relations bilatérales entre des États. Nous sommes là en plein bilatéralisme où 2 États entretiennent des relations bilatérales. Et du point de vue politologique, il faut dire que les relations bilatérales ne sont pas seulement faites des moments de paix, d'accord, et de quiétude, mais ce sont des relations qui sont généralement parsemées aussi, à certains moments, par des moments de tension, par des moments de crise. Et je pense que c'est sur ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en RDC, entre la RDC et le Rwanda, où ces 2 pays vivent des moments de tension dans leurs relations diplomatiques. En dépit donc de la rupture aujourd'hui qui s'est opérationnalisée avec l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda du côté de la RDC, il faut dire que ces 2 pays restaient toujours en relation parce que la violence comme la guerre sont des formes de relations internationales. Lorsque je l'ai dit, il faut également donc dire que, en dépit des efforts qui ont été entrepris, non seulement entre ces 2 pays qui jusque-là avaient privilégié des moments pacifiques et diplomatiques de résolution de ces crises, amplifiées par le rôle des organisations d'intégration régionale et même sous-régionale, en l'occurrence de la CEAC, mais aussi et surtout fondamentalement de la SADC. Ces 2 pays en sont venus, n'est-ce pas, presque à l'affrontement, à la rupture diplomatique qui s'est manifestée par l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je pense que c'est la question fondamentale qu'on peut s'interroger et qu'on peut poser ce matin pour essayer d'apporter, ne serait-ce que des esquisses réponsionnelles, parce que nous ne sommes pas prétentieux de dire que nous allons apporter ici des raisons qui expliquent totalement cette crise-là. Nous faisons juste des propositions. Alors, à mon humble avis, il existe un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer, du point de vue de la réelle politique, cette tension que nous vivons entre ces 2 pays d'Afrique. Le premier facteur, c'est quoi? Il faut dire que depuis la nuit des temps, il y a toujours eu une liaison, un rapport entre la richesse et le territoire. D'accord? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce que nous vivons entre la RDC et le Rwanda, c'est la quête de la richesse et la quête de la territorialité. Vous allez vous rendre compte que la zone... Ahmed Sango, je n'aimerais pas vous couper la parole, mais
J'aimerais qu'on s'attarde sur cet élément dont vous avez évoqué, la quête de la richesse. Alors, pour ce qui est du cas de la RDC et du Rwanda, on sait que le président Félix Tshisekedi l'avait dit en des termes clairs, qu'il accusait Kigali de vouloir faire main basse sur les richesses minières que regorge ce pays, notamment l'Est, en faisant notamment en soutenant les rebelles, certains groupes rebelles, dont le fameux mouvement du 23 mars. Selon lui, cette insécurité favoriserait son voisin pour les velléités sécessionnistes. Pas sécessionnistes, pour les velléités d'invasion, si je peux le dire ainsi. Absolument. Donc, il y a toujours ce rapport-là entre territoire et richesse. Aujourd'hui, la zone querellée, c'est-à-dire l'Est de la RDC, c'est une zone qui est savamment riche en ressources naturelles et en matière première. C'est pour cela que vous allez donc vous rendre compte que du point de vue historique, il y a toujours eu ce rapport-là. C'est pour cela que cette zone-là est toujours couverte, soit des rébellions, soit des militaires, pour chercher à exploiter, soit de manière officielle, soit de manière non officielle, les ressources naturelles et les matières premières de cette sous-région ou de cette région. Alors aujourd'hui, donc, il se pose le problème du contrôle de ce territoire-là, où le Rwanda veut de plus en plus profiter de manière non officielle l'exploitation de ces ressources naturelles et de ces matières premières. C'est un facteur qu'il faut prendre en considération pour expliquer la crise que nous vivons entre ces deux pays. Parce que du point de vue de la superficie, la RDC est le deuxième pays le plus vaste du continent. C'est un pays tellement vaste, c'est un pays qui est, n'est-ce pas ici, riche en matières premières et qui parfois, cette densité-là, échappe parfois au contrôle des autorités de la RDC. Selon vous, les propos donc du président Félix Tshisekedi qui affirme que le Rwanda profite de l'insécurité qui sévit dans cette zone pour faire main basse sur ses ressources minières, selon vous, ces propos sont fondés? Oui, c'est avéré. C'est avéré du point de vue pratique et du point de vue de la réelle politique. On voit que les populations du Rwanda ou les militaires rwandais, ou du moins la rébellion du M23 qui bénéficie du consentement du Rwanda, exploitent quotidiennement de l'or dans cette sous-région au même moment où il y a trouble diplomatique. Donc moi je pense que ce facteur-là est très important et ce n'est pas un facteur qui date d'aujourd'hui. C'est un facteur qui avait été savamment orchestré par la colonisation, où le colon, lorsqu'il arrivait en Afrique, créait des zones de protection, interdisait certaines zones d'accès aux Noirs, parce que ces zones-là étaient des zones tellement riches en matières premières. Il fallait donc protéger ces zones-là militairement pour que ces richesses-là puissent être exploitées avec quiétude. Donc c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il existe également d'autres facteurs, Michel, qu'il faut également convoquer. À côté du facteur, n'est-ce pas, du rapport territoire-richesse, on peut également convoquer le facteur d'influence pour dire que dans cette sous-région d'Afrique de l'Est, il existe un projet peut-être qui vient de connaître la fin de sa maturation aujourd'hui avec la rupture diplomatique que nous sommes en train de vivre. Ce projet-là qui consiste à créer un État, à savoir le Tutsi Land. Parce que vous savez que du côté du Rwanda, le président Kagame est de l'ethnie Tutsi et il bénéficie de l'attention du président ougandais qui est également de cette ethnie-là. Ils veulent créer une zone d'influence dans cette sous-région pour instaurer un État qui s'appellerait le Tutsi Land. C'est pour cela que de temps en temps, le Rwanda déploie au niveau de sa frontière des militaires. Et c'est la raison, par exemple, de comprendre l'affirmation du président rwandais après l'expulsion de son ambassadeur du côté de la RDC, où il avait laissé croire que les militaires rwandais installés à la frontière avec la RDC étaient là en situation d'alerte. Donc, c'est une affirmation qui montre que le président rwandais est prêt à une éventuelle escalade à tout moment. C'est-à-dire qu'il est déjà préparé.
c'est un projet qu'il ne faut pas éluder lorsqu'on voit la crise diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Autre facteur explicationnel qu'on peut également convoquer pour comprendre cette tension-là, c'est également la crise même du droit international. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut convoquer un des principes du droit international pour expliquer cette crise-là. Pour dire qu'en réalité, ces deux pays-là se tiennent et s'auto-accusent. Au même moment où la RDC accuse le Rwanda de soutenir le mouvement M23 sur son territoire, le Rwanda accuse réciproquement la RDC de soutenir le mouvement des forces de libération du Rwanda, du côté du Rwanda. Une force politique de rébellion qui est hostile au pouvoir de Kagame. Donc vous voyez donc que du point de vue international, ces deux pays-là se tiennent et s'auto-accusent. Chacun veut contrôler l'autre. Chacun veut influencer l'autre. Et bien, également, il ne faut pas éluder le dernier facteur qui est la dynamique internationale. Pour dire que ces deux pays d'Afrique se font la guerre aujourd'hui, pas parce que peut-être ils ne savent pas ce qui se passe, mais parce que dans une certaine mesure, ils seraient manipulés ou instrumentalisés par la puissance étrangère. Vous savez que dans un pays comme la RDC aujourd'hui, les forces onusiennes sont là, ça fait pratiquement 2 décennies aujourd'hui. Ces forces onusiennes avaient été déployées pour combattre fondamentalement ce mouvement rebelle du M23. Mais comment comprendre effectivement que on n'arrive donc pas à comprendre effectivement aussi leur mission, à savoir stabiliser cette région en crise. On n'arrive donc pas à comprendre pourquoi, en dépit de leur déploiement, les forces rebelles du M23 trouvent de plus en plus du chemin, se meuvent librement en RDC sans toutefois être inquiétés. Et vous savez que le secrétaire général des Nations Unies a fait une sortie dernièrement pour indiquer que les mouvements du M23 sont 1000 fois mieux nantis militairement, en outils militaires, plus que les forces même de la RDC. Donc vous voyez donc que sur le terrain, cela vient montrer que ces forces sont, n'est-ce pas ici, accompagnées militairement sur le plan opérationnel par la dynamique extérieure, également qui jouit de l'exploitation des richesses de l'Est de la RDC. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs éléments qu'il faut mettre en compte pour comprendre que cette guerre entre la RDC et le Rwanda n'est pas une guerre simple, c'est une guerre qui est la résultante d'un certain nombre d'intérêts sur la scène internationale. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la paix est difficilement atteignable parce que la configuration même du monde a aussi été ainsi faite. La configuration du monde qui est fondée sur la recherche de l'intérêt. C'est-à-dire c'est l'intérêt de l'État qui est mis devant même l'humanité, qui devrait être la fin et l'objectif dernier des politiques publiques. Donc aujourd'hui, la RDC et le Rwanda sont en train de vouloir en venir au monde, c'est-à-dire militairement, parce que le président Tshisekedi a compris que le Rwanda bénéficierait dans une certaine mesure de la collaboration, de la confiance de la communauté internationale. Parce que depuis qu'on soupçonne le Rwanda de soutenir le M23, la communauté internationale n'a jamais fait une sortie pour condamner, d'accord, cette action-là, pour dire que ce que le Rwanda fait en RDC n'est pas du tout amical. Donc là, le Rwanda bénéficie d'une sorte de légitimité internationale. Parce que sur le plan international, si sur le plan international, on n'a pas encore réussi à le condamner, ça veut dire que de manière implicite, la communauté internationale accepte ce que le Rwanda est en train de faire. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer cela, Amen Sangou, lorsqu'on sait que les États-Unis ont répété la semaine dernière leurs inquiétudes quant au soutien du Rwanda au M23. Selon vous,
voilà, signifier ses inquiétudes, ce n'est pas dire de manière claire qu'effectivement le Rwanda soutiendrait le mouvement du M23? Oui, j'admire votre prudence, mais je pense que ici, ce n'est pas la première fois qu'on a, n'est-ce pas, ici, vu le matériel onusien. Selon vous, c'est reconnaître à demi-mot qu'effectivement Kigali soutient Effectivement, parce mais que par des termes clairs. Bon, il y a plusieurs choses qui peuvent nous amener à dire que la communauté internationale soutient le mouvement M23 via le Rwanda. Parce que premièrement, déjà la sortie même du secrétaire général des Nations Unies qui reconnaît de manière officielle que les forces du M23 sont militairement mieux nantis que les forces militaires du Congo. C'est déjà une défaite, c'est-à-dire dans cette affirmation-là, on comprend déjà qu'il y a une sorte de fournissement, il y a une sorte, n'est-ce pas ici, d'accompagnement de ces forces-là sur le terrain. Parce que les rébellions sont fortes aujourd'hui sur le terrain, pas parce qu'elles développent des stratégies d'elles-mêmes. Ce sont des puissances étrangères qui créent parfois ces rébellions, qui accompagnent parfois ces rébellions pour influencer le pouvoir à travers ce que j'appelle souvent la colonialité du pouvoir. Vous savez que depuis la nuit du temps, le processus de la France-Afrique a toujours privilégié cette colonialité du pouvoir qui voudrait que le colon se rassure du président qui doit être aux affaires dans les États africains. Pour que ce président-là soit docile, ce président-là soit téléguidé, entre guillemets, ce président-là soit en phase de leurs intérêts. À partir du moment où il n'est plus en phase, on active donc la rébellion qui est juste à côté pour le renverser et le faire remplacer par un autre président. Mais Sango, j'aimerais qu'on revienne sur la position de l'Organisation des Nations Unies, une position que vous jugez pas claire du tout, car selon vous, elle soutiendrait les actions menées par le Rwanda, à savoir ce soutien au mouvement M23. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a bel et bien ce fameux rapport confidentiel de l'ONU et qui pointait une implication du Rwanda auprès du M23. Et durant la semaine dernière, un ambassadeur américain aux Nations Unies avait clairement évoqué l'aide apportée par les forces de défense rwandaises. Effectivement. Donc, vous faites très bien de ressusciter ce rapport-là. Et je dis, les preuves comme ce rapport-là existent. Il y en a plusieurs. Vous savez... Vous déplorez quoi en fait? Le fait que les Nations Unies ou encore les États-Unis ne condamnent pas clairement. Okay. Elle n'arrive pas à condamner clairement, à éradiquer même totalement cette force-là. Parce que du point de vue comparatif, on ne peut pas comparer la rébellion du M23 aux forces onusiennes. Les forces onusiennes sont des forces qui sont mieux nanties, qui ont du renseignement. Ce sont quand même les forces de l'ONU, le concert des nations. On ne peut pas comprendre qu'une rébellion puisse, n'est-ce pas ici, la résister. Donc si cette rébellion-là n'arrive pas à être éradiquée sur le terrain, c'est parce que dans une certaine mesure, les forces onusiennes entretiennent une certaine collaboration. Selon vous, l'ONU ne joue donc pas franchement. Effectivement. Vous savez, du point de vue international, pour qu'il y ait déploiement des forces de maintien de la paix dans un pays, il y a un certain nombre de principes qu'il faut observer. Le premier principe, c'est le principe du consentement. D'accord? L'ONU ne peut pas venir déployer les forces dans votre pays sans toutefois avoir le consentement de ce pays-là. Le deuxième principe, c'est le principe de l'impartialité. Il faudrait que ces forces qui sont installées dans le pays puissent être impartiales, ne doivent pas épouser la cause, n'est-ce pas, d'une partie au détriment de l'autre. Comme en RDC, on voit totalement que les forces onusiennes ont épousé la cause du mouvement M23. Parce que le mouvement M23 est en train de gagner d'autres régions, principalement le Nord Kivu, qui est une région stratégique pour la RDC. Si cette région-là reste contrôlée par le mouvement M23, à tout moment, il peut avoir coup d'État en RDC. Donc, c'est pour cela que vous pouvez comprendre, lire, c'est-à-dire la colère du président Tshisekedi, qui a appelé dernièrement, après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, à la mobilisation de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. D'accord? À l'effet peut-être de déclencher une éventuelle guerre
entre la RDC et le Rwanda. Donc je pense que sur le plan tactique... On rappelle également à Amel Sango que cette décision, à savoir celle d'expulser l'ambassadeur rwandais, faisait suite à une réunion de sécurité présidée par le président Tshisekedi. Et durant cette réunion, eh bien, il avait été clairement dit qu'il y a des éléments de l'armée rwandaise qui étaient venus en soutien au mouvement du M23. Effectivement. Selon vous, donc, on avance vers peut-être l'escalade. Une escalade militaire. Une escalade militaire. Et c'est des prévisions que j'avais faites ici avec votre collègue Baudelaire lorsqu'on avait expulsé l'ambassadeur rwandais pour dire que, en fait, dans les relations diplomatiques, lorsqu'on arrive déjà à l'expulsion d'un ambassadeur, ça veut dire qu'on a atteint le summum, ça veut dire que le problème est grave. C'est la rupture diplomatique. Et que dans les jours à venir, après cette rupture diplomatique, on peut s'acheminer vers l'escalade si rien n'est fait sur le terrain. Et je pense que de jour en jour, nous sommes en train de nous acheminer vers cette escalade-là, en dépit des efforts opérés par les organisations d'intégration sous-régionale telles que la CEAC et la SADC. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, pour éviter l'affrontement entre ces deux pays d'Afrique, il faut d'abord que ces deux pays-là comprennent que cette guerre qu'ils sont en train de mener, c'est une guerre qui ne bénéficie pas d'abord à l'Afrique. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, ils sont en train de regarder ailleurs quand leur propre maison est en train de brûler. Parce que dans un contexte où nous sommes en train de travailler pour l'unification du continent africain, les pareilles querelles que nous sommes en train de vivre encore aujourd'hui relèvent vraiment d'un certain passé. On ne devrait plus vivre ça. La division de l'Afrique avec le projet par exemple de la création d'un éventuel État qui s'appellerait le Tutsi-land, maturé par le président Kagame et Museveni, c'est des choses qui viennent encore fragiliser l'Afrique au moment où cette Afrique-là doit travailler pour être unie, à l'effet d'être forte sur la scène internationale. Donc moi je pense que les facteurs internes que nous avons mobilisés ici sont, n'est-ce pas ici, réductionnistes par rapport au grand facteur qui est le facteur extérieur, la dynamique extérieure. Nous avons les organisations, l'Organisation des Nations Unies qui joue un rôle trouble dans cette sous-région, entre ces deux pays. Nous avons le rôle des puissances étrangères même. Et il ne faut pas ne pas appeler la France, parce que vous dites que ce soit la RDC, que ce soit le Rwanda, ces deux pays-là restent des élèves de la France. Le Rwanda aujourd'hui, certes, est en train de développer des velléités du panafricanisme, mais vous savez que c'est un pays qui a longtemps bénéficié du soutien de la France. Même la RDC, le président congolais Tshisekedi aujourd'hui est même en train de travailler pour un éventuel second mandat. Okay. Et tout ça, tout ça met en péril la sécurité et la paix dans le continent africain. Alors, on va profiter, Amel Sango, vous allez souffler un peu. On va profiter pour accueillir Stéphane Katala. On l'annonçait dès l'entame de ce programme, et bien il nous a finalement rejoint. Bonjour Stéphane Katala. Bonjour Madame Michel. Bonjour copanélistes. C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi dans le cadre de ce programme. La thématique porte bien évidemment sur ce regain de tension qu'on note du côté de la RDC avec les conséquences qui s'en suivent, notamment ces réunions qui se multiplient. On a les ambassadeurs ou les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui se sont réunis récemment et qui ont émis leur souhait de poursuivre la voie diplomatique. Mais on a également cet acte du président Félix Tshisekedi évoqué par Amel Sango qui a décidé d'expulser l'ambassadeur rwandais. Une décision, je le rappelle, qui avait été communiquée à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de défense présidé par Félix Tshisekedi lui-même, et il avait fait état d'une arrivée massive d'éléments de l'armée rwandaise pour appuyer le M23 en vue d'une offensive générale contre les positions des forces armées congolaises. Alors aujourd'hui, selon Félix Tshisekedi, le Rwanda continue de soutenir le M23. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je voudrais leur dire ici que le Rwanda n'a jamais cessé de soutenir le mouvement M23, ou bien, si vous voulez bien comprendre,
et que ce mouvement n'existe pas. C'est le Rwanda qui se métamorphose en ce mouvement, parce que et ça n'a jamais cessé. Bon, il y a les gens qui disent souvent que cette guerre était finie en 2013, mais la guerre n'était pas finie comme telle. Pourquoi? Parce que il y avait des accords qui ont été établis, et ces accords n'étaient que bénéfiques pour le Rwanda. L'autre fois, nous étions ici, je vous ai dit que tout ce qui se passe au Rwanda, ça ne donnera rien. Pourquoi? Parce que cette guerre est alimentée à 100% par le Rwandais, qui joue la sous-traitance des multinationales et d'autres grandes puissances derrière le Rwanda. Et en fait, je peux dire que le monde entier est hypocrite par rapport à la cause de la RDC, à cause de ces minéraux ou bien des richesses que nous avons dans ces pays-là, parce qu'ils savent que si la RDC s'élève, c'est l'Afrique qui s'élève, et ils ne peuvent plus marcher avec des dictats qui sont en train de nous imposer souvent. Donc, M23 n'est pas M23 comme si c'était des Congolais. Il y a quelques marionnettes qui sont là, mais ce sont des Rwandais qui viennent pour pérenniser l'instabilité à l'est de la RDC pour soutenir leur économie. Alors, Stéphane Katala, il y a de cela quelques mois, à savoir le mois de juillet, c'était également sur ce plateau, on avait évoqué ce fameux sommet, mini-sommet organisé à Luanda sous la médiation de Joao Lourenço, le président angolais, et on avait retenu des différentes décisions prises à l'issue de ce sommet, ce fameux cessez-le-feu qui avait été exigé à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Et sur ce plateau, vous aviez affirmé, vous aviez même parié, voilà, que ce cessez-le-feu ne sera pas respecté par le mouvement du M23. Aujourd'hui, les faits vous donnent raison. Même quand nous étions sur le plateau, je vous ai dit que ça a déjà même commencé à être violé. Pourquoi? Parce que l'économie rwandaise est soutenue par l'argent du sang. Ils ne peuvent pas ne pas instaurer cela. Quand Tshisekedi n'était pas au pouvoir, avec le régime des sanguinaires des Kabila, lui-même, je vous ai toujours dit qu'il n'est pas congolais. Ce sont des gens qui sont venus pour faire entrer soi-disant légalement le Rwanda sur la RDC. Ça, c'est arrivé comment? Avec l'infiltration. Quand ils viennent soi-disant pour venir arrêter les FDLR, les rebelles Hutu rwandais, ils sont venus là, ça fait beaucoup d'années. On leur a permis même d'entrer avec leur armée, mais n'ont jamais fini avec les Hutu rwandais. Quand on les attrape en RDC, on les renvoie au Rwanda. Après quelques mois, on leur revoit les mêmes personnes qu'on a arrêtées puis renvoyées là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que Kagame a les usines, des raffineries, de l'or, des cobalt au Rwanda. Mais il n'a pas ça dans son sous-sol. C'est au Congo qu'il est en train de venir exploiter cela frauduleusement. Bon, maintenant, quand Tshisekedi entre au pouvoir, il trouve tous ces accords. Il dit, bon, avec l'amour que j'ai, et nous sommes des voisins, nous serons des voisins à vie. Nous pouvons bénéficier des intérêts que nous avons tous partagés, 50-50. Quand ils se sont assis à Goma, ils ont fait des accords pour qu'il y ait gagnant-gagnant. Ils sont allés à Nairobi. Là-bas, c'était au sommet pour voir comment est-ce qu'on peut arrêter avec l'insécurité à l'est de la RDC. On a arrêté tout. C'était qu'il n'y aura plus jamais des intégrations des membres des M23, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la RDC est infiltrée à tous les niveaux. Je veux dire que même dans l'armée. C'est pourquoi, des fois, quand on veut attaquer, il y a toujours la trahison. Bounangana, que ces gens occupent, ce n'est pas qu'ils ont occupé en force, c'est à cause des trahisons. Les traîtres qui étaient dans l'armée, ils ont cédé ça, simplement. Dernièrement, on a montré à la télé comment est-ce qu'il y a un dépôt de munitions et des armes. Or, les gens qui sont sur le terrain disent que nous n'avons pas de munitions. Or, il y a les dépôts de munitions. Tout ça pourquoi? À cause de l'infiltration. Et c'est ce que Tshisekedi a dit. Je ne veux plus cela. Il n'y aura plus de gens de M23 qui viendront entrer dans notre armée ou bien dans la politique. Aujourd'hui, comme je vous dis, même dans notre parlement, il y a des Rwandais à l'intérieur. Et la RDC a été infiltrée jusqu'à la présidence. Et si vous constatez aujourd'hui que notre président a diminué même de mouvements, il devrait être à la réunion qui se passe là-bas en Égypte. Il n'est pas parti là envoyer le Premier ministre. Pourquoi? Parce que tous nous connaissons la stratégie de Kagame. Si ça ne marche pas, il est capable de tout. Vous voyez, vous connaissez l'histoire de l'ancien président rwandais et l'ancien président ougandais. Dans l'avion qui avait fait crash.
C'est Kagame avant de prendre le pouvoir. Donc vous devez savoir que il est tellement difficile que Kagame puisse obéir aux accords. Ce qu'il peut écouter, c'est la voix de la force. Vous voyez, aujourd'hui, quand ils ont vu simplement les avions de chasse de la RDC en train de survoler, ils ont commencé à dire qu'ils ont violé notre espace. Or, quand ils sont allés en Nairobi, c'était normalement pour que, étant en Nairobi, les groupes armés, tous les groupes armés doivent déposer les armes. Qu'ils viennent, il y aura l'orientation pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société. Quand Kagame trouve que non, la solution est en train d'être trouvée, c'est là qu'il réarme encore ces mouvements M23 et c'est là que ça avait commencé. Tant qu'ils sont en Nairobi pour débattre là-bas, la guerre commence. C'est là que le président Tshisekedi a dit que si vous prétendez être le fils du pays, vous ne pouvez pas réclamer votre existence les armes à la main. Venez, on s'assoit et puis on cause. C'est là qu'il a dit que si c'est le cas, allez vous quitter de la table de négociation. Si vous ne voulez pas déposer les armes, ça sera la raison du de la force. Bon, maintenant, j'écoutais mon panéliste qui disait, bon, l'Afrique voudrait, on ne veut pas qu'il y ait guerre, tout ça. Mon frère, moi je ne peux plus. J'avais dit ici que nous, on veut la guerre. Pourquoi? Parce que Kagame n'écoutera jamais. Quand la RDC, les populations congolaises sont en train d'être tuées, même l'Afrique ne parle pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'armée congolaise a reculé un peu pour éviter qu'il y ait encore beaucoup le peuple qui peuvent mourir. Les gens là sont avancés, ils ont pris même Rutshuru. Mais aucun Africain n'a parlé. Vous comprenez? Ils ne dénoncent pas que la RDC est agressée. Personne. Que ce soit la communauté internationale, que ce soit cette MONUSCO qui est là toujours, qui joue le jeu de ses ennemis. Tout ça, même les Américains qui prétendent être nos alliés. Vous voyez? On nous a imposé l'embargo, qu'on ne peut pas acheter les armes pour combattre. Or que, quand on part sur le terrain, on trouve que les M23 a les armes plus que, soi-disant, la MONUSCO, et plus que même un gouvernement. Donc vous comprenez que tout le monde entier est complice, ne voulant pas que la RDC puisse s'élever. Mais nous croyons que maintenant, c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que nous croyons que Tshisekedi, c'est la main de Dieu sur la RDC. Parce que toutes ces choses-là, on ne connaissait pas tout ça. On nous avait imposé l'intimidation, les tueries, pour que nous ne puissions pas parler. Mais aujourd'hui, tout le monde peut parler à haute voix. Aucun président comme on avait le pouvoir de dire tout que c'est Kagame. Pourquoi? Parce que d'autres politiques allaient demander le poste dans leur pays au Rwanda. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui avait la même mise. Toutes ces régions de l'Est de la RDC, sur le plan administratif, sur le plan économique, c'est le Rwanda qui gérait. Vous voyez? C'était soi-disant des provinces de la RDC, mais c'est le Rwanda qui dirigeait. Il y avait les gens qui quittaient le Rwanda le matin, ils viennent des fonctionnaires congolais. Et avec les accords qu'ils avaient faits, le Rwanda pouvait venir contrôler toutes nos frontières. Voilà, en tout cas, c'est pas Katala. Vous dites que de nombreux Congolais aujourd'hui sont pour l'offensive militaire. On va effectivement évoquer cette voie, puisque Amel Sango, vous prônez plutôt la paix entre les États. Selon vous, l'Afrique ne doit plus résoudre ses problèmes, notamment par les armes. En ce qui concerne donc cette expulsion de l'ambassadeur rwandais du côté de la RDC. Je rappelle que Kigali a réagi et a affirmé que cela est regrettable que la RDC voilà, fasse porter au Rwanda la responsabilité de ses propres échecs de gouvernance et de sécurité. Et Kigali a également évoqué, voilà, que a également évoqué que les forces de sécurité rwandaises sont désormais à la frontière avec la RDC et elles sont là placées en état d'alerte. Alors selon vous, ce sont des signes qui montrent que du côté du Rwanda, là on est également prêt aujourd'hui à une offensive militaire si cela venait à être la solution prônée par la RDC. Alors, si une offensive militaire est presque inévitable aujourd'hui, il faut dire que sur le plan opérationnel, d'accord, le Rwanda semble être mieux préparé que la RDC. Je le dis pourquoi? Je le dis à partir d'un certain nombre d'éléments, à partir d'un certain nombre de facteurs. Parce que si le Rwanda aujourd'hui est en train de vouloir faire main basse aux richesses, n'est-ce pas, congolaises,
cette action-là entre, n'est-ce pas, ici, en étroite philosophie avec la communauté internationale, l'objectif de la communauté internationale sur l'Afrique, parce que la communauté internationale voudrait que l'Afrique reste divisée. La communauté internationale voudrait que les richesses de l'Afrique ne bénéficient pas aux Africains. C'est pour cela que, sur le plan pratique opérationnel, on voit que la communauté internationale n'arrive pas à condamner de manière ferme ce que le Rwanda est en train de faire du côté de la RDC. Lorsque je dis que le Rwanda... un rapport de l'ONU qui prouve quand même que les éléments du M23 bénéficient du soutien du Rwanda. Selon vous, ce rapport, ce n'est pas une preuve aussi que c'est une preuve suffisante qui pouvait, n'est-ce pas, ici, amener la communauté internationale à prendre des résolutions coercitives à l'égard du Rwanda. Donc, lorsque je dis que sur le plan opérationnel aujourd'hui, le Rwanda semble être... Vous aurez souhaité que l'ONU, à la suite de ce rapport, prenne des décisions fortes. C'est bien qu'il descende, parce que... Effectivement, des sanctions à l'égard du Rwanda. C'est ce que l'Organisation des Nations stipule du point de vue des principes. C'est vrai que là, nous sommes en train de parler de la théorie. Une telle enquête et avoir les résultats de l'enquête qui prouvent bel et bien que le M23 bénéficie des soutiens du Rwanda et ne pas sanctionner par la suite, selon vous, c'est jouer un jeu trouble. Un jeu trouble. Vous savez que c'est la même chose que nous avons vécu avec le Mali. Le Mali a réuni des preuves concernant le financement du terrorisme par la France et a déposé la plainte aux Nations Unies. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas convoqué une réunion pour entendre ce problème-là. Donc, je dis donc que sur le plan opérationnel, le Rwanda a, n'est-ce pas, l'appui de la communauté internationale. Déjà parce que la communauté internationale ne condamne pas ce qu'elle est en train de faire. C'est déjà un point qui tourne en défaveur de la RDC. Autre chose, je vous ai parlé du projet de création d'un État qui s'appellerait le Tutsi Land. Lorsque le confrère parle aujourd'hui des infiltrations, vous voyez que dans le gouvernement congolais aujourd'hui, nous avons ces infiltrations des Rwandais dans presque toutes les institutions. Et ces infiltrations-là relèvent d'une certaine ethnie. C'est beaucoup plus les Tutsis qui pénètrent stratégiquement la RDC pour contrôler le pouvoir à la tête de la RDC. Vous savez que à l'époque de Kabila, on n'avait pas aussi cette tension élevée. Parce que Kabila était dans une certaine mesure en phase avec le Rwanda. Il vient de dire là que peut-être que Kabila n'était même pas congolais. D'accord? Donc, on voit donc qu'avec l'arrivée de Tshisekedi veut, n'est-ce pas, revendiquer l'intérêt de son pays, veut mettre fin à cette rébellion-là pour que les richesses de son pays bénéficient d'abord à ses populations. Autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est que si du côté de l'Afrique centrale, du côté de l'Afrique de l'Est, le Rwanda est déjà avec l'Ouganda, vous savez que l'Ouganda supporte ce que le Rwanda fait en RDC. Et le président Tshisekedi avait même déjà menacé, après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, d'expulser également l'ambassadeur ougandais. Donc, le Rwanda est avec l'Ouganda, avec le Kenya dans une certaine mesure, qui sont comme des alliés. Mais du côté de la RDC avec qui? La RDC sur le plan est seule. Aucun pays ne supporte la RDC, que ce soit en Afrique centrale avec la CEAC, que ce soit en Afrique de l'Est avec la SADC. Donc vous voyez que sur le plan opérationnel, s'il y a confrontation militaire aujourd'hui entre ces deux pays, la RDC risque, n'est-ce pas ici, de tourner en perte. Autre chose, lorsqu'on fait l'historiographie politique de ces deux pays, on va se rendre compte que le Rwanda, c'est un peuple guerrier. C'est un peuple qui a toujours fait la guerre. Vous savez que c'est un pays qui a fait de génocide. Selon vous, donc le Rwanda est prêt massivement. Oui, je suis en train de faire les analyses. Je ne suis pas en train de prendre une partie au détriment de l'autre. Je fais des analyses objectives qui montrent que si aujourd'hui il y a confrontation militaire entre le Rwanda et la RDC, le Rwanda risque de prendre, n'est-ce pas, le dessus sur la RDC. Oui, alors on va également profiter à permettre à Stéphane Katala de dire quelque chose par rapport
ce que vous aviez évoqué tout à l'heure, vous avez fait une analyse pour prouver que s'il faille employer aujourd'hui la voie militaire, le Rwanda, selon vous, est prêt. Alors, Stéphane Katala, le docteur Sango évoquait également cette sorte d'isolement de la RDC, contrairement au Rwanda qui bénéficie du soutien de certains voisins dans le Kenya et l'Ouganda. Vous êtes d'accord avec cette analyse? En fait, hormis l'hypocrisie qui peut être manifeste par d'autres pays, l'Ouganda a ses troupes du côté de la RDC pour combattre les groupes armés. Parce qu'il y a aussi les ADF qui sont là, les ADF, qui combattent aussi l'Ouganda. Donc il y a des troupes ougandaises déployés en RDC pour combattre les groupes armés. Le problème, c'est le fils de Museveni, qui est un général d'armée. Il venait même de l'aide de faire de sa position. Pourquoi? Parce que lui, il a pris position du côté de Rwanda. Vous voyez. Kenya est avec la RDC parce qu'il venait d'envoyer les troupes pour accompagner la RDC. Burundi est avec la RDC. Donc, je ne vois pas un pays ouvertement... Donc, selon vous, la RDC n'est pas vraiment isolée comme... Non, la RDC n'est pas isolée. Elle a quand même le soutien de certains voisins. La RDC a le soutien. Pourquoi? Parce que ces gens ont aussi de l'intérêt derrière la RDC. Il y a des banques kenyanes en RDC. Ils étaient venus d'abord avec leur matériel déposé déjà en RDC. Ça ne fait pas une semaine que leur président leur a donné les drapeaux. Il les a libérés pour venir. Ils sont arrivés en RDC. Ils sont à Goma, comme nous parlons maintenant. Mais les Ougandais avaient commencé les opérations avec les FARDC depuis. Oui. Et les Burundais aussi, ils sont là. Pourquoi? Parce que le Rwanda et tous ces gens des Grands Lacs, ils savent que le causeur des troubles, c'est Kagame. Vous voyez? Oui. Comme il l'a dit, ce sont des guerriers. Oui. Mais cette fois-ci, quand on regarde même le classement des armées africaines, le Rwanda vient après 3e rang. Effectivement, vous anticipez ma question, Stéphane Katala. Le docteur Sango a dit tout à l'heure que s'il faille employer la voie militaire, le Rwanda, selon lui, est mieux, est plus près que la RDC. Que répondez-vous à ces propos? Donc, le problème, c'est quoi? Vous voyez, nous connaissons tous l'hypocrisie et la complicité de la communauté internationale de MONUSCO, tous ces gens. Ils disent qu'ils ont les armes sophistiquées, avec une haute précision, tout ça. C'est le dire. Les M23 n'a jamais gagné une position ou bien la guerre avec l'affrontement normal comme ça, si ce n'est que l'infiltration. La grande force du Rwanda, c'est l'infiltration. Maintenant, vous voyez, quand le président a haussé les tons, c'est là que le monde entier parle. Non, revenez aux négociations. S'ils sont au Rwanda, pourquoi? Parce que le président a appelé à la mobilisation nationale. Et puis il s'est dit, parce que lui, il a attendu. Il a donné l'occasion qu'on puisse trouver la solution par voie diplomatique. Mais Kagame a toujours les oreilles dures. Maintenant, il s'est dit, maintenant, celui qui va résister, on va aller en force. Nous avons les armes. Vous voyez, malgré l'hypocrisie de l'embargo imposé. Nous avons les armes, ils ont vu les avions, ils ont vu tout ça. C'est par là maintenant qu'ils ont commencé. Non, il faut qu'ils repartent encore à Nairobi. Il faut partir au Rwanda. Mais le problème est que notre position reste la même. C'est quoi? Ces gens-là doivent quitter les positions qu'ils sont, des armes, et puis il n'y a pas d'intégration militaire ou bien politique. Il n'y en a plus. Parce qu'avec cette solution, c'est ce qui a toujours fait croupir la RDC à tous les niveaux. Donc, tant que notre position sera comme ça, Kagame n'acceptera pas. Il y a des usines qui sont fermées aujourd'hui au Rwanda, comme je vous dis. Quand le président a proclamé l'état de siège, Kagame se fâche. Pourquoi les décisions prises dans un pays souverain, ça te dérange? Ça te dérange pourquoi? Quand l'armée fait l'offensive pour chasser les groupes armés qui instaurent l'insécurité dans un pays, ça te dérange pourquoi? C'est pas dans ton pays. Nous-mêmes, on peut ne pas aller attaquer le petit Rwanda. Parce que si on veut attaquer le petit Rwanda, on peut finir le petit. Nous sommes d'abord nombreux. Nous sommes plus de 100 millions. Rwanda, c'est 12 millions. Alors vous répondez au propos de Stéphane Katala que voilà, sur le plan, il a peut-être oublié. Le Rwanda, c'est la bouche et les stratégies d'infiltration. L'affrontement normal. Tous ces gens-là, ils savent que s'il y a l'affrontement,
le Rwanda ne peut pas résister. C'est pourquoi le secrétaire de l'ONU, il va dire qu'ils sont plus armés. Ça, ce sont des paroles. Vous voyez, quand le président a fait l'appel de la mobilisation, pour intimider la RDE. Plus de 10 000 jeunes sont déjà prêts, enrôlés pour faire la formation. Et le peuple attendait que le président parle. Vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas à Goma ou bien à Bukavu avec la MONUSCO. Oui. Les autres ont commencé à traverser à pied pour aller au Rwanda. Le peuple congolais est patient, mais quand il s'élève, tu vois un peu la façon de faire de notre président là. Nous sommes patients, nous avons de l'amour, nous sommes accueillants. Mais si tu oses, quand il a déjà parlé, vous savez que quand il était en coalition avec FCC, il était patient. Nous tous on a cru que non, c'est un Magboul, il ne connaît rien, tout ça, on est resté calme. Lui, il est patient. Il part au Congo-Brazza, on lui dit, mais c'est comment la relation? Il dit, non, ça va très bien. Quand il rentre, il fait le discours de 6 minutes. Ça va être tout fini. Vous voyez, là où Kabila est devenu maintenant, toutes les formations politiques de FCC sont en train de sortir une après l'autre. Le pouvoir de Tshisekedi, c'est pour faire dénoncer les gens qui font croupir l'Afrique. Ces gens-là, ils vont commencer à sortir un après l'autre. Si Kagame résiste, il va tomber, son pouvoir va tomber. Parce que je sais que le peuple rwandais n'est pas avec lui. C'est un dictateur. Il ne permet même pas que le Rwandais puisse exprimer ce qu'ils ont à dire. Je sais que le peuple rwandais et le peuple congolais sont des peuples frères. Mais il y a un criminel qui est au pouvoir, avec le groupe de ceux qui sont avec lui pour déstabiliser la région. Écoutez, ils ont commencé par Burundi, les Tutsis. Ils ont pris le pouvoir là-bas. Ils sont venus en Ouganda. Et ils sont aujourd'hui au Rwanda. Ils veulent contrôler l'Afrique centrale. Mais quand ils arrivent en RDC, ils pouvaient déjà prendre ça depuis. Quand Kabila était au pouvoir, c'était très facile pour eux de prendre. Vous voyez? Mais les peuples congolais, ils peuvent avoir des indifférences. Mais quand tu touches à leur patrie, là, ça va nous unir. Et c'est pour moi encore une occasion de lancer l'appel à tous ces faux opposants infiltrés toujours au Congo. Quand on lance l'appel de la mobilisation, et ils attendent qu'on les appelle soit des gens qui ont des gâteaux à partager. Il n'y a pas de gâteaux à partager. Je vois souvent ici au Cameroun, quand c'est un problème de défendre la patrie, que ce soit les opposants, que ce soit les qui, tout le monde est sur un même front. Mais ce n'est pas avec la RDC, avec ses opposants. Parce que tous ceux qui s'élèvent aujourd'hui comme opposants que vous entendez parler, leur nationalité a été toujours douteuse. Mais cette fois-ci, ça ne va plus passer comme ça. Qu'elles soient même dans les élections présidentielles, qu'elles soient dans le Parlement. Est-ce que vous pouvez croire qu'il y a plus de 100 députés rwandais dans notre Parlement? Dans notre Sénat, il y a des Rwandais à l'intérieur. Mais petit à petit, on va commencer à les faire. Ça ne fait pas 5 mois. On a enlevé plus de 50 généraux dans notre armée de Rwandais. Alors, vous avez suivi... Donc, que les Rwandais ne se trompent pas, on va brûler. Ou bien si on peut même entrer comme ça, main en main, il ne peut pas nous finir. Voilà, Stéphane Katala vous a répondu quant à vos inquiétudes concernant la RDC qui non, tremble plus. N'est pas vraiment prête et pourrait subir les affres du Rwanda si effectivement il fallait que les deux pays décident de s'affronter militairement. Alors on va revenir sur cette complicité des États voisins ou encore de la communauté internationale. Est-ce que tout cela aussi ne fragilise pas la RDC qui semble montrer quand même par son président qu'elle veut résoudre ce problème sécuritaire? J'admire le rôle que le président Tshisekedi est en train de jouer aujourd'hui pour pacifier son pays, pour faire bénéficier ses richesses à sa population. J'admire son combat et je félicite ses actions. J'ai indiqué ici d'entrée de jeu que le Congo reste le pays le plus vaste, le deuxième pays le plus vaste de l'Afrique, peut-être après le Soudan. D'accord? Ça veut dire après l'Algérie. Après l'Algérie également. Le Soudan n'est plus... Donc c'est pour dire que c'est un grand pays. Je le reconnais que c'est un grand pays, que ce soit du point de vue de la densité, mais aussi de la démographie. Il a parlé de 100 millions là aujourd'hui. Je pense que c'est le deuxième pays le plus peuplé après le Nigeria. Je peux me tromper. Mais cela est avéré. Il faut donc reconnaître que avoir une très grande démographie, un très grand pays du point de vue de la densité est une chose. Mais avoir les stratégies militaires sur le terrain en est une autre. D'accord? Parce que la guerre
pour la gagner sur le terrain, il faut être stratège. Il ne faut pas seulement dire que vous avez des hommes. C'est vrai que la première ressource est d'abord humaine. Mais cette ressource-là peut ne pas être tactique et stratégique sur le terrain. On a vu des guerres dans le passé où il ne fallait pas seulement avoir de la ressource humaine pour la gagner. On a vu les guerres où les minorités ont mis en mal la majorité. Donc moi, je ne suis pas en train de faire peur à la RDC. Je suis en train de faire des analyses objectives qui pourront aider ces deux pays à observer des droits de réserve avant de se lancer. Moi, mon souhait serait que ce que le Rwanda est en train de faire en RDC puisse s'arrêter. Les pays sont souverains en vertu du principe de l'intangibilité des frontières du droit international. Chaque pays a un territoire bien délimité. Il ne faudrait pas que chaque pays laisse ses frontières pour aller influencer les frontières d'un autre pays. Donc, je pense que la paix passe également par la reconnaissance et le respect des frontières internationales. Le Rwanda doit respecter la frontière qui le sépare avec la RDC. Il a très bien fait de faire un rappel historique du projet de Tutsi, de Tutsiland dont j'ai parlé ici. Ce projet de Tutsiland, c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc vous voyez donc que c'est un projet qui est en train de se maturer et qui veut même déjà peut-être connaître son implémentation. Au Burundi, il a indiqué que c'est un Tutsi qui est au pouvoir. Ce projet de Tutsiland évoqué par Nelson. Effectivement. Et Tutsiland, c'est prétendu, si c'est la République qui veut créer là-bas, mais il y a ça c'est sur le plan maximaliste. Il y a ce qu'on appelle Tutsi Power. Tutsi Power. Ce sont ces gens, ils sont même ici au Cameroun. Ils sont partout. Ils sont dans presque tous les domaines, surtout économiques. Ils ont l'argent. Ils ont l'air lobbying aux États-Unis. Vous voyez, la famille Clinton, le parrain. Ils sont avec beaucoup de multinationales. Vous savez que l'armée rwandaise est soutenue chaque année par les États-Unis. Vous voyez. Bon, maintenant, l'avènement de Tshisekedi au pouvoir en RDC a fait déshabiller Kagame. Le mensonge. Il y a des stars américains qui pouvaient venir au Rwanda, soi-disant pour visiter au Rwanda. Mais ils se retrouvent en RDC en train de faire leur tourisme. On leur dit que c'est le Rwanda. C'est pourquoi quand le président Tshisekedi a proclamé l'état de siège, ça a fermé toutes les business de Kagame. Je vous dis qu'il y a des usines qui sont fermées. Dernièrement, Kagame a demandé au président Tshisekedi s'il peut prendre ces usines, venir les mettre en RDC. Tshisekedi a refusé. Pourquoi? Vous voyez, des stratégies armées, c'est vrai. Mais tu peux voir quelqu'un qui les bête tout le temps, un certain temps, mais pas tout le temps. Alors Stéphane Katala, j'aimerais qu'on parle également du mouvement du M23 qui justifie sa reprise de Diao, encore qui justifie ses actions par le fait qu'il y a des points dans un fameux rapport, accord, et qui n'avait pas été respecté par le gouvernement congolais, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces éléments au sein de l'armée congolaise. Mais cet accord, c'est ce qui a fragilisé la RDC. C'était une stratégie de Rwanda pour mettre toujours la RDC à genoux, permis par les marionnettes de Kabila. Vous voyez, c'était comment? Je vous dis que la stratégie de Rwanda, c'est l'infiltration. Il travaille beaucoup avec l'infiltration. Maintenant, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il constate ça, il dit que ça ne sera plus comme ça. Et quand il dit que ça ne sera plus comme ça, c'est là que le M23 reprend les armes. Ils étaient en Nairobi. Ils attendent que non, ils ont repris les armes. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il n'y aura plus ce système de réinsertion. Je vous dis que dans l'accord, si on appelle ça, c'est la MELA. Oui. Même l'ancien président nigérien, Olusegun Obasanjo, était là. Il a posé des questions au ministre des Affaires étrangères congolais. Est-ce que vous savez ce que vous faites? Que le peuple rwandais a le droit de venir compétir en RDC s'il y a des élections. On leur a donné les renseignements. Ils pouvaient contrôler
toutes nos 9 frontières. Les recettes de l'Est allaient au Rwanda. L'armée rwandaise était payée par l'argent qui sortait de la RDC. Mais avec tout ça, ce que j'ai dit que ça ne sera plus comme ça. Et tout ça, que ce soit la communauté internationale, que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'Afrique, était au courant. Alors, personne n'a parlé. Ça, c'est l'hypocrisie. Ahmed Sango, on sait que la réinsertion est souvent une réinsertion des anciens combattants, ceux qui décident de déposer les armes, de quitter la rébellion, est souvent une solution qui est mise sur la table lorsque l'on signe des accords de cessez-le-feu et tout. Dans le cas de la RDC, où on sait que l'Est est occupé par des groupes rebelles de plusieurs nationalités, on sait qu'il y a des groupes rebelles pas seulement rwandaises, mais également centrafricaines, ougandaises. Est-ce qu'effectivement, dans ce contexte particulier, la réinsertion serait un détail quand même à ne pas vraiment appliquer? Oui, pour la recherche de la paix, la réinsertion des anciens combattants est souvent une solution qu'il faut saluer. Mais c'est une solution qui vient, n'est-ce pas, ici, se heurter à ce que nous appelons l'intérêt des États. Et c'est une stratégie qui montre aujourd'hui qu'en réalité, elle est orchestrée par certains acteurs pour renverser le système en place. Vous savez que l'affaire des coalitions, des stratégies là, de réinsertion a montré ses limites sur le plan international. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si Gbagbo a été invincé, c'est parce qu'à un certain moment donné, la communauté internationale lui a imposé les accords de Linus Marcoursi, où on a imposé à Laurent Gbagbo de faire avec les rebelles. On a inséré les rebelles dans l'armée, on a inséré les rebelles dans des institutions. C'est là où Guillaume Soro, qui est un ancien rebelle, est devenu Premier ministre. Et vous savez la suite. Le président Laurent Gbagbo a été invincé par cette dynamique des insertions. Et je pense que c'est ce que le président Tshisekedi a eu, n'est-ce pas, l'éveil de dénoncer, de voir bel et bien en avance, pour dire qu'en réalité, s'il tombait dans ce piège-là, il devait, n'est-ce pas, subir la même chose que Laurent Gbagbo a subi du côté de la Côte d'Ivoire. Imposer donc la rébellion comme étant des acteurs légitimes dans la gestion des États africains aujourd'hui relève beaucoup plus des stratégies de pénétration et de renversement pour imposer un nouvel management à la tête des États. Et c'est cette stratégie-là que le mouvement M23 voulait utiliser avec la collaboration de la communauté internationale. Je vous ai dit que l'action du Rwanda en RDC ne doit pas être, n'est-ce pas, ici conçue en rupture avec la communauté internationale. L'action du Rwanda en RDC tire également les bénédictions de la communauté internationale. Puisque si la communauté internationale n'était pas d'accord avec ce que le Rwanda faisait en RDC, elle a tous les moyens pour arrêter et frapper le Rwanda. La communauté internationale a tous les moyens pour dissuader le Rwanda d'arrêter ce qu'il est en train de faire en RDC. Donc si aujourd'hui cette action-là continue, ça veut dire que la communauté internationale, n'est-ce pas ici, accepte dans une certaine mesure, n'est-ce pas, ce que le Rwanda est en train de jouer dans cette sous-région-là. Parce que l'objectif maximaliste, c'est la création d'un État de Tutsi-Land, mais minimalement, c'est l'infiltration, n'est-ce pas, de cette ethnie Tutsi à la tête des grandes institutions, à la tête des pays qui constituent les pays de l'Afrique de l'Est et fondamentalement les pays du lac. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il est question. Il y a des enjeux géopolitiques et géostratégiques qu'il faut prendre en considération pour comprendre que le président Kagame est déterministe, n'est-ce pas, à réaliser cet objectif-là. Il a fait très bien de mentionner le fait que c'est quelqu'un qui a toujours bénéficié de l'appui de la communauté internationale. Même pour arriver au pouvoir au Rwanda, il a bénéficié de l'appui de la communauté internationale. Et cette communauté internationale est toujours avec lui aujourd'hui. Il n'est pas encore lâché. Je vous ai dit, même comme il a décidé de sortir de la francophonie pour épouser le Commonwealth, il reste toujours un enfant des multinationales, il reste toujours un enfant
de la communauté internationale. Alors, on rappelle que les téléspectateurs sont nombreux ce matin à nous suivre sur nos différentes plateformes d'information en ligne, et il y a cet internaute, Stéphane Katala, qui a fait une remarque pertinente concernant la RDC, puisqu'on évoquait l'escalade militaire, la solution militaire au cas où les voies diplomatiques envisagées jusqu'ici n'aboutiraient pas à une réelle solution. Alors, selon cet internaute, si la RDC s'aventure sur la voie militaire, elle va tout simplement se faire avoir, car Kagame et l'Occident vont déclencher une guerre et la RDC ne pourra plus se faire livrer des armes, et même par la Russie. Est-ce qu'effectivement cet embargo sur les armes n'est pas voilà, une sorte de fragilité pour la RDC? Mais c'est ce que j'ai dit. Mais le problème est que Tshisekedi a aussi une haute diplomatie. Si lui, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en avance, et quand vous le voyez agir, ça veut dire qu'il a déjà des provisions dans son agissement. Dernièrement, Poutine a parlé. Il a dit 1 mois, c'est beaucoup. La guerre là va finir. Et si même les États-Unis s'interposent et vont soutenir le Rwanda, ils vont les trouver sur son chemin. Donc c'est pour dire que Tshisekedi n'est pas aussi un enfant qui est né aujourd'hui. Hein. Il est né dans la politique. Il a grandi dans la politique. C'est quelqu'un que même tous les politiciens congolais, nous avons appris la politique derrière son papa Étienne Tshisekedi. Mais après sa mort, nous avons compris que ce papa-là, il nous cachait la viande dans la bouffe, comme on dit chez nous, dans les couscous. Ça veut dire quoi? Il nous a montré la politique, démocratie, tout ça. Mais la diplomatie, il a donné qu'à son fils. Le fils, selon vous, incarne mieux la diplomatie. Parce que ces gars, j'ai écouté mon frère dire ici que ce sont des élèves de la France. La RDC n'est pas l'élève de la France. La RDC n'est l'élève de personne. Pourquoi la RDC n'est pas Quand Tshisekedi s'approche de toi, c'est pour manifester son amour pour toi et te connaître. Quand il sait que non, tu n'as pas le même amour que lui il a pour toi, il te connaît bien et il te prend à distance. C'est comme ça. Il peut aller en Serbie, il peut aller en Russie, il peut aller à Dubaï, il part aux États-Unis, il part partout. On ne l'impose pas de ne pas aller n'importe où. Non. Il a la diplomatie ouverte avec tous les pays. Comment il y a eu les avions de chasse aujourd'hui en RDC? Il y a d'autres armes que je venais de voir. Parce que moi, je suis dans des groupes où on a un peu toutes ces choses-là clairement. Comment on a eu ça? Et c'est quand, les avions sont arrivés comment? En fait, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas parler ici. La RDC est très bien préparée. Le Rwanda ne peut pas, même si on nous donne parfois 2 jours, 3 jours, le Rwanda n'a jamais gagné la guerre. En 2012-2013, il y avait un général congolais qui coordonnait les opérations. On avait gagné les M23. Mais il y a eu des appels qui venaient de Kinshasa pour dire que non, reculez. L'infiltration. Donc, ces gens ils peuvent dire ça parce qu'il y a beaucoup qui passent pour prétendre faire peur à la RDC. Mais ce n'est plus l'État là. Celui qui est au pouvoir là, on l'appelle Rangers. C'est quelqu'un qui est combattant comme nous aussi. Il a combattu. On pouvait l'arrêter comme ça. Même à l'aéroport de Bruxelles, il a fait des troubles l'autre fois. Donc, c'est quelqu'un qui est né dans ça. Vous voyez les pères là. Moi, j'étais encore sur le banc de l'école. Le père d'Étienne. Quand Mobutu était au pouvoir, quand Kabila père venait avec le Rwandais, il est arrivé que Kabila, Mobutu a dit bon, il sera nommé comme Premier ministre. Nous tous on a dit non, papa n'accepte pas. Ça c'est un cadeau empoisonné. Nous on était là à l'école, on attend les cortèges qui est en train de venir. Les chars de combat viennent là pour interposer son passage. Le papa est sorti de la voiture, moi j'étais là derrière. Il est sorti, il a mis ses 2 doigts, il a commencé à avancer. Écoutez, on nous a tués beaucoup. L'autre, il brandit son arme de génocide pour avoir donc la faveur de tous ces gens qui est Kagame. Mais les Congolais qui sont morts ne sont même pas comparables à ces soi-disant génocides rwandais. On est mort plus de 6 millions derrière la guerre des AFDL jusqu'aujourd'hui. Là-bas, ici, c'est de quelques milliers de morts là-bas au Rwanda. Donc ça ne nous fait plus peur, nous. Parce que nos frères, nos sœurs qui sont morts. Est-ce que vous pouvez croire qu'on peut prendre une femme enceinte, on ouvre son ventre,
on enlève l'enfant, on met dans le mortier, on commence à piler devant ton mari, devant les gens. Il y a la cruauté dans le cœur de Kagame. Et nous, on voulait même que le président dise ouvertement que aller la guerre avec le Rwanda. Si j'étais encore à l'âge d'aller m'enrôler, je pouvais partir. Effectivement, quand nous parlons, nous avons la sainte colère. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Et parlons effectivement de l'escalade militaire. Que dire Ramel Sango de ces Africains qui aujourd'hui conseillent au président Félix Tshisekedi de se rapprocher d'un Vladimir Poutine pour résoudre ce problème sécuritaire qui sévit à l'Est, comme du côté du Mali ou encore de la RCA, les dirigeants ont fait? Oui, c'est pour créer ce qu'on appelle en géopolitique l'équilibre de la terreur. Parce que jusqu'ici, que ce soit au Rwanda, que ce soit en RDC, nous avons, n'est-ce pas, ici un partenaire classique qui relève du bloc occidental. C'est-à-dire ces deux pays ont toujours privilégié un seul partenaire. Il est donc important, à défaut de changer le partenaire, de prendre un autre partenaire et le mettre en parallèle avec l'ancien partenaire. Et ce parallélisme-là crée donc souvent ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Et l'équilibre de la terreur instaure souvent une certaine quiétude sur le terrain, une certaine paix temporaire. Mais on sait donc, mais pour le cas de la Russie, on sait qu'aujourd'hui la Russie s'est dotée de cette réputation de voler au secours de certains États africains essoufflés par des problèmes sécuritaires. Et oui, c'est là où je voulais en venir. Et cette stratégie-là a montré ses preuves partout en Afrique et même dans le monde. On sait qu'en RCA aujourd'hui, ce pays-là est en quiétude parce que le président Touadéra a décidé d'expérimenter un nouvel partenaire, la Russie. Vous savez que le territoire de la RCA aujourd'hui est contrôlé à 95%, ce qui ne l'était pas lorsque ce pays n'avait qu'un seul partenaire. On peut également prendre le cas du Mali. On peut également prendre le cas même du Cameroun. Vous savez que même au Cameroun, le Cameroun a signé les accords militaires avec la Russie. Donc moi je pense que l'appel de ces populations-là, c'est un appel qui vise à équilibrer les forces sur le terrain. Parce qu'on s'est rendu compte que le partenaire classique qui est là et qui quotidiennement se targue de lutter contre le terrorisme ne le fait pas de manière sincère sur le plan opérationnel. D'accord? Il y a une sorte de cohabitation entre la lutte contre le terrorisme et son maintien. Donc, ce partenaire-là procède beaucoup plus du pompier pyromane, c'est-à-dire il met le feu et il revient encore derrière pour vouloir l'éteindre. Il est donc important aujourd'hui pour la RDC, et c'est une des solutions que moi-même je voulais, n'est-ce pas, proposer à la fin de l'émission, d'expérimenter un partenaire différent, qui soit différent idéologiquement avec l'autre partenaire, et dans le cas d'espèce, c'est la Russie. On a vu dans le monde entier les résultats de lutte contre le terrorisme de la Russie. D'accord, que ce soit en Tchétchénie, mais la Russie a éradiqué les terroristes. La Russie a rétabli l'ordre en Syrie. Vous savez qu'il y a de cela 5 à 10 ans aujourd'hui, la Syrie était un théâtre d'opérationnalisation militaire. Mais lorsque la Russie a décidé d'intervenir, la paix est revenue de ce côté-là. Et on s'est rendu compte que du point de vue politologique, lorsqu'on observe l'histoire de ces États-là, le partenaire russe qui relève beaucoup plus du bloc communiste soviétique dans le monde, tous les pays qui sont jusque-là restés sous ce bloc idéologiste n'ont pas connu des attaques terroristes. D'accord? On ne peut pas me citer un État communiste aujourd'hui qui a été frappé par un acte terroriste. Or, si on prend par exemple le bloc occidental, que ce soit les États-Unis ont maintes fois été frappés par le terrorisme avec Ben Laden, qu'on prenne la France, Charlie Hebdo, chaque fois la France est victime du terrorisme. On peut également multiplier les exemples par pareil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il appartient aux Africains de rester vraiment concrets, de voir ce qui peut leur être de bien. C'est pour cela qu'à un certain moment donné, je me pose souvent la question de savoir si l'Afrique veut vraiment se développer. Ce ne sont pas les moyens qui manquent, ce ne sont pas les stratégies qui manquent, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Si l'Afrique veut vraiment se libérer à un certain moment donné de son histoire, elle a toutes les solutions. Alors, on est pratiquement à la fin de ce programme, Stéphane Katala. On a évoqué la voie militaire qui semble de plus en plus être la solution pour résoudre ce problème. Mais avant d'en arriver là, je rappelle que les ministres des Affaires extérieures des deux pays ont évoqué
l'idée de se rencontrer, ceci pour privilégier la voie politique. Alors, selon vous, que peut-on attendre d'une pareille initiative? Mais ils étaient déjà là depuis le samedi, ils se sont rencontrés à Luanda samedi. Ça sera toujours la répétition, ça sera toujours la même chose. Ils se sont dit, il faut que les gens là déposent les armes, qu'ils quittent leur position. Et Rwanda a toujours nié, qui ne supporte pas les M23. Et il ment en disant que la RDC supporte les FDLR. C'est toujours comme ça sera toujours comme ça. Et puis ils vont se saluer et puis ils vont partir. Donc, selon mais les militaires sont sur terrain en train de défendre, oui. Ça sera toujours comme ça. Ce que moi je peux dire est que il faut que la population congolaise comprenne que l'erreur est grave. Oui. La guerre peut être longue, mais la victoire viendra toujours de notre côté. Pourquoi? Parce que notre raison est noble. Même Dieu punit celui qui déplace les bornes. Chacun a son pays. La RDC pour les Congolais. Vous voyez, je suis ici au Cameroun, je dois marcher dans mes principes comme résident au Cameroun. Je ne peux pas m'ingérer dans la politique camerounaise. Quand tu t'ingères, il y a la loi qui va te frapper. Mais ce n'est pas le cas. C'était le temps de la récréation. Mais c'est déjà fini. Maintenant, bon, je loue vraiment le courage de ces jeunes, qui sont surtout les jeunes de l'Est, quand on a fait l'appel, parce qu'ils sont plus meurtris. Il y a les autres qui sont restés des orphelins. Vous voyez, ils sont plus meurtris. Ils se sont enrôlés déjà plus de 5 000 de l'autre côté là-bas. Nous avons 26 régions. S'il y a même 10 000. Rwanda a, je crois, je ne sais pas si c'est 30 quelques mille militaires. Nous sommes à 100 quelques, 200 quelques. Quand on fait même les statistiques, on trouve qu'ils sont trop bas. C'est cette campagne de disant que non, ils sont dans la guerre, ils sont préparés. Mais voyons voir ce qui va arriver. Je soutiens à 100% mon président. Je soutiens les FARDC. Et je demande à ces marionnettes des opposants infiltrés. C'est le temps pour eux de prendre position pour sauver la patrie. Parce que même le peuple congolais, c'est maintenant que personne ne viendra plus pour nous dire « Venez me soutenir pour les élections » tant que les temps qu'ils pouvaient s'élever pour mobiliser ces gens pour sauver la patrie, ils ne sont pas en train de dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la source de leur pouvoir, c'est Rwanda. Vous parlez souvent de Moïse Katumbi. Je vais toujours dire qu'il n'est pas congolais. Sa femme est rwandaise. Vous voyez? Et il ne peut pas parler tout pour dire qu'il faut que le Rwanda arrête de soutenir les M23. Il y a les autres, comme les Camérés, qui parlaient même de négociations. On ne peut pas négocier avec des terroristes. Même la communauté internationale avait reconnu que le mouvement M23, ce sont des terroristes. S'ils veulent qu'on négocie avec eux, que Kagame aussi négocie avec les FDLR. S'ils veulent que les M23 soient intégrés, qu'ils prennent aussi les FDLR, qu'ils les intègrent. Du côté du Rwanda. Ok, merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à vous, Amel Sango, d'avoir répondu présent ce mardi. C'est moi qui vous remercie, Michel, et c'est toujours un plaisir de venir décrypter l'actualité panafricaine. Merci également à vous, Stéphane Katala. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Des remerciements également à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin et à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition de Foyer au matin. Je pense que...